Cette erreur à éviter quand on veut démarrer la vie nomade. Eh bien salut tout le monde, moi je suis Diane, éclaireuse nomade. À bord de Gary, depuis 2019, je parcours l'Europe avec mes enfants. Avant ça, de longs voyages, toujours en Europe, toujours à bord de Gary. Et avant ça, un tour du monde, déjà en camping-car. Aujourd'hui, les 7 erreurs de débutants que je vois passer et qui peuvent flinguer vraiment ta vie nomade. Alors c'est parti, on commence tout de suite avec le premier sujet, le budget. Alors tout le monde sait qu'il faut bien avoir un budget, mais le problème c'est de le sous-estimer. Et oui, surtout en ce moment où par exemple le prix du carburant flambe, mais il flambe presque partout en Europe. Donc ça, c'est vraiment un point à prendre en considération. En fonction des pays que tu vas faire, ton budget carburant peut passer pas du simple au double, mais pas loin. Il y a vraiment des pays où c'est ultra cher et d'autres c'est ultra cheap. Donc ça, c'est un point de vigilance. Idem pour tout ce qui est péage. C'est un point qu'on oublie souvent à calculer. Après, beaucoup de camping-cars ou de personnes en camion ne prennent pas l'autoroute. Moi, la première, en tout cas, pas les payantes, parce que dans mon sens, ça n'a aucun rapport. Moi, je suis plutôt adepte du slow travel, mais tout le monde n'est pas comme ça. L'entretien, ça peut vite devenir un gros problème de budget. Parce qu'un camping-car, un véhicule mal entretenu, c'est vraiment des imprévus mécaniques très chiants. Donc avoir un vrai budget concernant l'entretien de son véhicule, avoir un garagiste de confiance. Moi j'en ai un, c'est en France. À chaque fois que je rentre en France, il me fait un check-up complet de Gary. Il ne faut pas oublier que votre véhicule, c'est votre maison. Si vous n'avez plus votre véhicule, vous êtes dans le merde. Moi, je suis tombée une fois en rade au Pays de Galles avec Gary. Heureusement qu'on avait une bonne assurance et qu'on avait aussi de l'argent pour anticiper, ou en tout cas pour compenser la problématique. Tout ce qui est peut être stationnement, pareil, ça peut être vite un budget conséquent. Il y a des pays où c'est ultra galère de stationner en ville, par exemple, ou tout simplement si on a vraiment besoin de se brancher en eau, en électricité, etc. etc. Il y a des périodes où ça va être beaucoup plus cher que d'autres, donc réfléchir aussi à son autonomie en amont est important, mais aussi à de se dire, si je veux visiter des villes, comment je fais? Est-ce que je vais marcher? Est-ce que je vais prendre des park and ride? Est-ce que je m'éloigne et je prends un autre mode de transport? Bref, tout ça, c'est aussi quelque chose à réfléchir en amont. Tous les abonnements qu'on peut avoir, Internet qui peut aussi coûter vachement plus cher, par exemple dans certains pays, en fonction des forfaits. Un autre point aussi que je vois qui est tout le temps oublié, c'est la lessive. Ouais, je sais, c'est très con, mais vous allez vite vous en rendre compte que laver des vêtements en laverie automatique, ça peut vite plomber un budget, parce qu'il y a les draps, il y a les manteaux, il y a les pulls en fonction de la saison et tout et tout. Et pareil, il n'y en a pas partout, dans tous les pays, c'est plus ou moins facile d'accès, c'est plus ou moins cher ou pas. Donc vraiment, il y a les classiques que tout le monde parle, hein, je ne parle même pas d'alimentation, je parle voilà, mais au-delà de ça, il y a quand même des aspects financiers un peu plus sournois, et je vois toutes les semaines que les gens en oublient. Deuxième point, bien sûr, le véhicule. Le gros problème, choisir un véhicule complètement inadapté. Bon, complètement, c'est peut-être un peu abusé, mais en tout cas, ne pas prendre un véhicule adapté aux besoins qu'on a. Beaucoup demandent l'avis des uns et des autres, et chacun y va de son petit commentaire, ce qui, dans l'absolu, est logique. Mais ils ne vous connaissent pas, ils ne savent pas ce dont vous avez besoin, ils ne savent pas quelle va être votre façon de voyager, quel est votre rythme, quelle est la composition de votre famille, quelle est votre tolérance à la vie les uns sur les autres, à savoir si vous allez travailler dedans, si vos enfants vont étudier à l'intérieur, ou si vous les avez beaucoup plus à l'extérieur. Bref, choisir un camping-car, un véhicule, peu importe, ça demande de réfléchir à qu'est-ce qu'on va faire de ce mode de vie-là. Parce que on peut vite avoir un véhicule trop petit et le confort en prend une claque, avoir un véhicule trop gros et ne pas pouvoir se garer facilement. Moi, pour rien au monde, je veux passer quelque chose de plus grand. Parce que j'ai pu faire des pays, avec d'autres véhicules, ce ne serait pas possible. Avec un bus, je n'aurais pas pu faire le Pays de Galles, je n'aurais pas pu faire l'Écosse, même des endroits du Portugal, par exemple. Et ça, c'est une
contraintes vraiment réelles. Le véhicule doit être réfléchi en côté quel écosystème va vivre à l'intérieur. Pas seulement son design, voilà. Le lit, le système de lit aussi. Si on a des enfants, les lits capucines, les lits pavillons, les lits jumeaux, les lits superposés. Bref, il y a tout un tas de paramètres à en prendre en compte. Et ça, seul vous pouvez savoir ce qui vous convient, mais si vous vous posez les bonnes questions. J'ai fait une vidéo sur pourquoi j'avais choisi Gary. Je vous la mets en description parce qu'elle explique vraiment comment j'avais fait pour faire Gary. Et sachant que Gary, c'était le 6e camping-car. Moi, c'était apprécié avoir essayé 6 types de camping-cars différents. L'avantage d'avoir fait plein de voyages en camping-car. Autre petite erreur que je vois passer, négliger l'administratif. Alors oui, c'est pas sexy. Hein. On va pas parler de ça sur Instagram. On va pas vous montrer le côté... les papiers, la domiciliation, l'assurance, la couverture santé. Et pourtant, sans ça, ça peut être vite la merde. Moi, je vois beaucoup de personnes passer qui achètent un camping-car et qui veulent vivre dedans, sauf que l'assurance qu'ils ont actuellement ne couvre pas ceux qui veulent vivre dans leur camping-car. Il y en a plusieurs assurances qui le font. Moi, personnellement, je suis à la Maïf et ils sont hyper top avec les nomades qui vivent en camping-car. C'est vraiment, pour moi, la meilleure des assurances. Là, justement, on a eu un problème récemment parce que Rhys avait besoin d'une attestation pour son BAFA, qu'on a que quand on a une domiciliation avec une assurance habitation, parce que moi, j'avais pas. Et on a pu arranger le truc, mais franchement, top. Donc, vraiment, le côté administratif, ultra, ultra important. La couverture santé aussi, en fonction de si on est malade, ou pas, si on a des besoins particuliers ou pas, de aussi sa capacité à résister au stress, à se dire ouais, je pars sans couverture, est-ce que ça me va ou ça ne va pas. On n'est pas tous égaux par rapport à ça, même en termes de santé, on n'a pas tous les mêmes problématiques et du coup pas les mêmes besoins. Donc ça aussi, je suis toujours ultra vigilante avec mes accompagnements à leur dire partez de votre réalité là, qui est déjà là, présente. Donc il y a des mutuelles qui existent spéciales nomades. Si vous avez des problèmes de santé, ça vaut le coup aussi de réfléchir au pays qu'on veut faire. Bref, l'administratif et les assurances, ça peut vraiment plomber un voyage, une vie nomade. L'assurance dépannage, par exemple. Moi, quand je tombais en panne avec Gary, c'était au Pays de Galles. Mon assurance, elle nous prenait en charge le rapatriement si on voulait rentrer, ou la prise en charge de l'hôtel et le déplacement de mon véhicule jusqu'à un garage. Donc ça, ce sont des choses à voir avec votre assurance, avec votre carte bleue aussi, avec aussi qu'est-ce qu'on assure à l'intérieur du camping-car. Moi, Gary est assuré pour le véhicule, mais aussi pour les biens à l'intérieur. Donc tout ça, c'est à voir avec vos assurances, à réfléchir, ou bien sûr, ça on voit aussi en accompagnement, on va beaucoup plus loin. Mais voilà, je donne l'info là. Autre point que je vois passer, tout ce qui est logistique. Ben ouais, la logistique, pareil, on la voit pas trop sur Insta. Remplir l'eau, les galères de panneaux solaires qui fonctionnent pas. Coucou la neige cet hiver sur le toit, qui est-ce qui est monté dessus déneigé? Ben c'est Bibi, par exemple. Donc il y a vraiment cet aspect-là que c'est fatigant, la logistique, ça prend du temps. Et en plus, on a besoin aussi de gérer un espace beaucoup plus réduit. Donc aussi le rangement à l'intérieur. C'est très con, mais ça fait aussi partie de tout ce qui est matériel, de comment on a agencé, aménagé. Parce que si on doit passer des heures à chercher des trucs ou à devoir ranger ou à déplacer pour s'installer, ça c'est très chiant et ça peut créer vraiment un stress quotidien. Par exemple, la logistique de devoir faire son lit ou pas. C'est très con, mais il y a des camping-cars où le lit, il n'est pas permanent, par exemple. Il faut le mettre et le défaire matin et soir. Et ça, à long terme, ça peut être très, très chiant, très pénible. Parce que ça plombe le temps qu'on y consacre. Comme devoir chercher l'eau, comme devoir chercher l'électricité, si on en a besoin ou si on n'a pas un équipement spécifique. Une installation, une batterie nomade. Bon, ça c'est pour
peut-être pour des vannes autres, mais voilà, réfléchir en tout cas à tout ce que ça implique que d'être nomade, ce que ça demande comme logistique et comme vie minimaliste. Ça, on en parle très peu. Autre problème que je vois beaucoup passer, c'est le mindset, le manque de préparation mentale. Alors pareil, hein, c'est pas ouais, non mais vas-y, tu vois, profite et vas-y, fonce. Ça, je le vois, mais toutes les semaines passer dans les groupes. Le pire conseil qu'on puisse donner aux gens, c'est bien celui-là. Si les gens posent déjà des questions en amont, c'est que déjà, elles ont réfléchi et qu'il y a peut-être des choses de friction. Donc elles ont besoin d'être rassurées, ou en tout cas elles se posent des questions, et leur dire oh, c'est bon, arrête de te prendre la tête. Il n'y a pas pire, à mon sens. Parce que justement, se prendre la tête, c'est anticiper les galères. C'est se dire, ouais, ça va peut-être pas se passer comme je peux l'imaginer. Et oui, parce que la réalité, c'est bien ça. Sur place, on va voir la fatigue, les imprévus, les conflits. Parce que vivre H24 avec son conjoint, avec ses enfants, avec ses animaux, dans un espace ultra réduit, ça met le mental à l'épreuve. Et ne pas se préparer à ça, pour moi, c'est un manque cruel de préparation et c'est ne pas savoir ce que implique la vie nomade. Donc je suis hyper attentive à ça, à qu'est-ce que vous imaginez de la vie nomade, qu'est-ce qui risque de se passer et comment, en fonction de ce qui peut arriver, vous allez le gérer. C'est très con, hein, ok, c'est peut-être des problèmes qui ne vont jamais arriver, mais au moins se poser la question de savoir comment on va réagir, comment on est prêt à faire les efforts. Voilà. L'exemple tout con. 22 heures, pluie battante, partout, les gamins qui piquent une crise, ils veulent pas dormir et tout. On ne peut pas s'isoler pour calmer, pour descendre la tension. Il pleut à torrent, est-ce qu'aller dehors, c'est possible? Quel rituel on peut mettre en place? Voilà, on a passé une journée peut-être éprouvante, on a roulé, on a vu plein de choses, et là, la soirée, on a la tête comme ça. Ça, c'est des réalités qui peuvent vraiment faire péter des câbles à des familles, parce que c'est pas... il n'y a pas la possibilité de s'extirper de la problématique. Donc le mindset à avoir, le côté comment je vais anticiper ça, comment je vais gérer les conflits qui vont, c'est pas pouvoir arriver, c'est sûr, on est humain, il y aura des conflits. Bref, comment se préparer mentalement pour éviter la frustration, le découragement, tout ce qui est tension familiale, etc. etc. Autre point, l'aspect relationnel. Je ne parle pas de relationnel dans la famille, je parle de relationnel à l'extérieur. Devenir nomade, ça implique soit de l'admiration, soit de l'inconscience. On a rarement les deux ensemble. Il y a ceux qui vont dire waouh, c'est génial, t'as trop de la chance, et ceux, mais vous êtes complètement fous. Donc, déjà, ça, il faut être prêt à encaisser ce côté-là relationnel, ce que ça peut faire. Il y a aussi le fait de se retrouver tout seul. Même si on est en famille, on est isolé. Sauf si on est tout le temps avec d'autres nomades et tout. Mais bon, déjà, ça ne se fait pas forcément systématiquement. Et ce n'est pas forcément des amis que vous connaissez. Les galères que vous avez, ben, vous les avez tout seul. Hein. Voilà, il faut apprendre aussi à se démerder. Si vous êtes dans des pays étrangers, vous ne connaissez pas les codes, vous ne connaissez pas le fonctionnement. Des fois, la langue est une barrière. Donc, le réseau, il est beaucoup moindre, il est beaucoup plus restreint. Et ça demande aussi d'avoir un ancrage personnel ultra important, de savoir sur qui on peut se reposer et surtout sur soi. Parce que la plupart du temps, l'isolement est quand même là. Parfois, la lassitude, le stress de devoir tout gérer tout seul, du coup le découragement, et tout ça, mis bout à bout, c'est épuisant et ça risque de mettre fin des fois à un projet qu'on voyait, parce que c'était pas ça qu'on avait imaginé. Une fois de plus, moi je le dis, je suis là un peu pour casser ce qu'on voit sur Instagram, tous ces vendeurs de rêves qui ne montrent pas le côté réel et tout ce qu'il y a, ça implique que de vivre nomade. Ce n'est pas seulement les doigts de pied en éventail face au beau soleil. Et le dernier truc que je vois, qui est pour moi, à mon sens, le plus important, c'est avant le départ.
Il y a un avant et un après. Et je vois plein de personnes me questionner, je vois ça dans les groupes qui passent, qui achètent un camping-car sans jamais avoir vécu une vie sur la route. Et qui se disent « Waouh, c'est la vie dont je rêve ». Mais tu rêves de quoi au final? Qu'est-ce que tu sais de ce qui va se passer si tu n'as même jamais expérimenté le truc? Tu ne sais pas, par exemple, dormir dans un camping-car, qu'est-ce que ça fait? J'en ai vu avoir revendu leur camping-car parce qu'ils n'arrivaient pas à dormir dedans, parce que ça faisait trop de bruit. Ben ouais, un camping-car, c'est pas isolé comme une maison. Voilà. Et que, ben, quand les enfants bougeaient derrière, ça fait bouger devant. C'est aussi con que ça, hein, mais c'est une réalité. Un camping-car, c'est sur roue, même si ça bouge. Derrière quelqu'un bouge, ben devant ça va faire bouger. C'est très con. Quand il y a de la tempête, Gary fait en Irlande, on s'est pris des trucs de fou parce qu'il y a eu des tempêtes. On a eu 3 grosses quand on y était. Franchement, on ne faisait pas les fiers. On s'est mis à l'abri. Dans le sens du vent, pareil, quand on avait fait l'Écosse sur l'île de Skye, attention les dégâts, quoi. Donc, ça, quelqu'un qui n'a jamais testé la vie nomade et qui veut acheter un camping-car et qui n'est pas prête à subir ça, voilà, alors bon, peut-être qu'elle va louer un camping-car, elle va essayer, elle va pas avoir de tempête, mais au moins elle aura déjà eu un petit peu la sensation de ce que c'est que de vivre dans un espace réduit, par exemple, de devoir par exemple faire son lit tous les 4 matins. Moi c'est un truc que je ne voulais pas. Il y en a, ils veulent le lit pavillon et tout. Moi je n'apprécie pas ce genre de truc là. Mais voilà, rien que le type de lit, entre le lit pavillon, les lits jumeaux, collés ou séparés, le lit capucine, rien que ça va être des choix un peu à faire. Et c'est pas en allant visiter 3-4 camping-cars, en allant faire le salon de la van life qu'on va se dire ah bah tiens c'est le véhicule que je veux. Pareil, en fonction de sa corpulence. Alors, ça, c'est très con, hein. Mais moi, je vois des vannes passer où tu es obligé de passer en crabe pour aller dans la salle de bain parce que le couloir, il est trop petit. Si tu es un peu large, bah, tu passes pas. Ça va peut-être bien pour 3-4 jours, pour 3 semaines l'été. Mais est-ce que tu vis là-dedans tout le temps? Voilà, faut éprouver un petit peu, hein. Moi, je me souviens que le tout premier voyage qu'on avait fait en van, c'était en Tasmanie. Anaka, il avait 3 mois. Il en a 16 maintenant, donc voilà, hein. C'était un truc australien parce que c'était en Tasmanie, avec le lit qui devait descendre, qu'on devait installer, machin, 3 semaines en camping-car, sans toilette, sans douche. Ouais, bah, on est reparti l'année d'après en Afrique du Sud. Ah bah, on avait pris beaucoup plus gros, hein. Voilà, on avait compris notre erreur. Les enfants étaient toujours petits, hein, mais ouais, au bout d'un moment, se lancer sans avoir testé avant un minimum, c'est chaud patate. Moi j'emmène des fois des amis avec moi en camping-car, bah, ils découvrent le truc, quoi. Ah ouais, bah, c'est pas ce qu'on imaginait. Bah ouais, parce que bah, faut expérimenter, il faut que le corps il sente les trucs, il faut même les enfants, parce que c'est très con, hein, mais on est à l'étroit, on entend tous les bruits, on se gêne. Pour cuisiner, il y en a qui ne supportent pas, il n'y a pas assez de place, elles aiment bien avoir de la place, il y en a, ils veulent tout leur matos, ils veulent l'air fryer, ils veulent le thermomix, ils veulent la cafetière électrique. Bref, tout ça, c'est des conditions réelles. Là, je parle de trucs très concrets que je passais toutes les semaines. Et ça, ce sont des questions à se poser avant le départ. Enfin, une fois qu'on a acheté le véhicule et qu'on a mis 30 000, 40, 50, 60 000 et plus dans ce genre de véhicule-là. Bref, ça fait vraiment une longue vidéo, mais voilà, je trouvais que c'était important de vous parler vraiment de ces 7 points-là, qui pour moi sont la base. Il y en a plein d'autres, hein. J'ai écrit un e-book, les 15 erreurs de débutants. J'ai vraiment essayé de faire tout, du condensé, mais voilà, qui est de la technique, de la pratique, des choses auxquelles on ne pense pas du tout. Voilà, ça c'est cette vidéo, c'est les 7 erreurs, et par la suite, il y en a d'autres qui sont encore plus subtiles, c'est ça malheureusement, qui sont un peu plus sournoises même. Bref, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de commenter, et n'hésitez pas à me poser aussi des questions, j'y réponds avec plaisir. Et si vous avez envie que j'aborde des sujets,
eh bien pareil, je suis là pour ça. Laissez-moi tout ça en commentaire. Ciao, ciao!